Il fait partie de ces grandes fortunes françaises vivant une grande partie de l'année en Sologne, montré du doigt par des habitants et des chasseurs, opposés à l'engrillagement, cet engrillagement accusé de menacer la biodiversité. Au contraire d'autres grands propriétaires, Provaux, Sédou et Bouygues, lui a décidé de répondre aux attaques sur le terrain judiciaire d'abord, médiatique aujourd'hui. Bonjour Benjamin Tranchant. Bonjour. Vous êtes président du groupe Tranchant, vous avez pris la suite de votre père à la tête de l'entreprise familiale, 4e groupe de casinos en France. On est ici sur votre propriété de Chaumont-sur-Tharonne où vous pratiquez la chasse en enclos. On reviendra sur cette pratique tout à l'heure. Dans mon introduction, j'aurais pu citer aussi Olivier Dassault. Il est quasiment votre voisin, décédé. Il est décédé dimanche dernier dans un accident d'hélicoptère. Est-ce que dans ce petit monde de propriétaires, amateurs de chasse, Olivier Dassault qui était-il pour vous? Écoutez, Olivier Dassault, c'était comme un grand frère, un ami de 35 ans, un membre de notre famille, puisqu'il était marié avec ma sœur, qui ont une fille de 30 ans. Donc c'est un moment difficile puisque je perds comme mon grand frère, 35 ans de copinage, de 20 journées de chasse ensemble tous les ans. Et voilà, donc c'est très dur aujourd'hui de perdre un grand frère. C'était aussi un allié dans ce combat pour le droit finalement à se clore. C'était un allié dans le sens qu'il était aussi concerné que moi puisque nous avions et l'un et l'autre des territoires fermés comme ouverts. Et qu'on considérait aussi devoir se battre contre toutes les calomnies qu'on entend sur les milieux fermés et toutes les chasses dites baltrap synégétiques ou zoo, voilà, qui n'est absolument pas la réalité, puisqu'il avait une éthique, en tout cas proche de la mienne, à savoir que la chasse c'était la nature, la communion avec elle. Et d'entendre tout ça, c'est vraiment révoltant. On va y revenir justement. Alors on est ici dans votre salle de chasse que vous avez fait construire au moment de l'acquisition du domaine. Qu'est-ce qu'il faut imaginer ici? Comment ça se passe, les jours de chasse? Écoutez, les jours de chasse, c'est très simple. On se retrouve entre amis pour partager une passion commune. Qui que vous soyez, en fait, puisque dès l'instant où vous passez les portes de la propriété, c'est votre côté amical qui m'intéresse et vos valeurs synégétiques qui comptent. Et on se retrouve, on prend un café en dehors des périodes, je dirais, de protection sanitaire. Avec les deux chiens? Avec les deux chiens qui sont partie intégrante de la chasse. Et puis on donne les consignes le matin de ce qu'il faut prélever, pas prélever, la sécurité. Et le mot d'ordre, c'est la convivialité, l'amitié qui nous réunit autour de la sécurité. Alors justement, pour chasser l'esprit tranquille et pour protéger votre propriété, vous avez fait enclore votre domaine. Justement, on va aller voir ces grillages tant décriés. Benjamin Tranchant, nous voici donc devant ces grillages montrés du doigt par certains habitants, même des chasseurs. Ils sont accusés d'empêcher la faune de circuler librement. Mais d'abord, c'est pas de la petite clôture là, il fait combien ce grillage là à peu près? Écoutez, ce grillage fait 2 mètres, mais si vous observez bien, il y a un grillage 1,60 m qui est juste derrière, qui était une ancienne propriété que j'ai rachetée ou qui était également clôturée. Donc je n'ai rien inventé, simplement remonter le grillage à 2 mètres pour la conformité de l'enclos synégétique. Et quand on entend effectivement qu'un président d'association n'arrive pas à passer son pouce et que son hérisson ne passe pas, ce n'est pas ma volonté de mettre un petit grillage, c'est la réglementation qui m'impose pour la conformité d'empêcher la flore et la faune de pouvoir passer de l'autre côté et de sortir de chez moi. Donc si ce petit grillage pouvait ne pas exister, je serais le premier heureux de ne pas pouvoir le poser. Alors, vous avez fait ce grillage-là pour être catégorisé pour que votre domaine soit catégorisé comme enclos. Pourquoi un enclos? Écoutez, pourquoi? Parce que vous voyez, on est juste au bord d'une route et qu'effectivement, en action de chasse, si j'ai un accident, je ne suis pas assuré. Ensuite, ça évite les intrusions qu'on a en permanence quand on a la chance d'être en milieu ouvert. Donc aujourd'hui, malheureusement, cette seule protection qu'on a qui existe et qui est réglementaire, c'est le grillage. Effectivement, quelqu'un peut passer au-delà des 2 mètres, ce qui nous arrive de temps en temps, mais rarement. Mais c'est avant tout pour la sécurité, aussi bien pour les chasseurs que pour les véhicules, que pour les vélos, et contre les intrusions, les dégradations dont on est victime malheureusement très souvent. Alors vos détracteurs expliquent que avoir un enclos, c'est pour pouvoir chasser tout au long de l'année sans respecter les dates de chasse. C'est une dérogation en quelque sorte. Est-ce que c'est votre cas? Voilà, donc on entend encore une fois de la calomnie pour reprendre les termes de viandards, qu'on serait des viandards. Non, on respecte tout simplement la conformité des dates de chasse, à savoir au mois d'octobre et jusqu'à fin février, puisqu'au-delà de ça, les marchands de gibier ne prennent plus le gibier au niveau de la revente, parce que contrairement à ce qu'on entend comme imbécilité, on enterre le gibier. Non, il n'est pas enterré, il est vendu.
Et effectivement, en dehors des périodes de chasse, la vénaison ne se vend pas. Et les marchands de gibier vous prennent tout simplement pas le gibier. Donc on respecte partout, dans tous les endroits que je connais fermés, les dates de chasse. Voilà. Alors, la critique depuis plus de 20 ans maintenant, je l'ai dit, portée par les anti-grillages, c'est justement que ces grillages empêchent la faune, la grande faune sauvage, de circuler. C'est aussi pointé du doigt dans un rapport de synthèse commandé par le ministère de l'Écologie et de l'Agriculture. Vous répondez quoi? Écoutez, moi, ce que je réponds en ce qui me concerne, c'est que je borde une autoroute. Et une autoroute qui est grillagée à 2 mètres sur des centaines de kilomètres. Donc je considère que l'écosystème des grands animaux n'est pas empêché à cause de ma clôture, puisque de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Donc en ce qui me concerne, voilà. Ensuite, c'est quel pourcentage de clôture sur on va dire, la Sologne? C'est moins de 10%. Alors on généralise comme s'il y avait 90% de la Sologne clôturée, que maintenant on est dans un labyrinthe. C'est même pas 10%. Là, on est sur 1300 hectares de terrain, c'est ça, à peu près. Autre accusation, justement, une surconcentration d'animaux, de sangliers. Certains propriétaires en importent. Est-ce que c'est votre cas également? Écoutez, ça encore, c'est de la calomnie, mais moi j'invite qui veut à venir chez moi. Je vous ouvre encore les portes, vous êtes le deuxième. Depuis maintenant une demi-heure qu'on s'est baladé, on a vu 3 chevreuils sur peut-être 70 ou 100 hectares qu'on a fait. Importer des animaux de l'étranger avec des pestes porcines dont on parle effectivement, qui sera une catastrophe pour le monde de la chasse et pour la filière porcine, excusez-moi, il faut être vraiment abruti. Je ne connais personne, en tout cas dans les gens sérieux, qui importent des animaux de l'étranger avec des potentielles maladies. Il faudrait être fou furieux. Le schéma régional d'aménagement préconise des grillages d'une hauteur de 1,20 m. Demain, si on vous demande de vous y plier, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je voudrais savoir qui me paiera et me dédommagera nos clôtures. Ça, c'est le premier point, puisque ça a eu un coût. Et je crois que vous êtes bien placé, et les Antilles savent bien que ça coûte cher. Donc, qui dédommagera? Et si demain, effectivement, nous devions modifier, en ce qui me concerne, je ne modifierai rien. Si demain, je ne devais plus chasser dans mes espaces, j'irai effectivement ailleurs. Il y a d'autres endroits où on peut chasser très proches, selon les modes de transport. Mais mes clôtures resteront, d'abord pour ma propre sécurité et pour ma propriété privée. On va parler maintenant, si vous voulez bien, de votre pratique de la chasse et on va se diriger vers les miradors. Alors Benjamin Tranchant, on est là sur votre terrain de chasse, à côté des miradors. D'abord, racontez-nous comment se passe une partie de chasse. Écoutez, une partie de chasse, c'est que ce soit en milieu ouvert ou fermé, vous prenez un carreau, on appelle ça un carreau, un espace X d'hectares, où les rabatteurs partent d'un côté, les gens sont postés, de préférence sur mirador parce que ça diminue éventuellement les risques d'accident que d'être à même le sol. Voilà, donc on prend selon le sens du vent qui est très important. Le matin, on décide la veille généralement et on affine le matin. Dire on fait telle et telle battue, donc une équipe de rabatteurs avec des chiens pour lever le gibier qui par définition, au milieu ouvert comme fermé, a besoin d'être poussé généralement vers les chasseurs. Pour la chasse en enclos, vos détracteurs parlent de carnage cinégétique, de boucherie, 10, 20, 30, 40, 50 sangliers en une battue. Est-ce que vous pratiquez ce genre de chasse ici? Écoutez, il m'arrive de faire 40, 50, voire 60 sangliers dans une journée de chasse, après 6 ou 7 battues. Mais qu'est-ce que je leur réponds, moi, dans le milieu ouvert, où il est souvent prélevé 40, 50, 60 sangliers? Elle est où la différence? C'est pas une boucherie, c'est ça le terme qui est employé? Une boucherie, je vois pas le terme de chasse en boucherie déjà. Il y a des battues où on fait 5 sangliers, 7 sangliers dans une traque. Vous avez une journée de chasse où vous avez plus de rencontres que d'autres. Mais moi qui pratique autant la chasse en milieu fermé, que ce soit à l'intérieur de chez nous ou à l'extérieur, et beaucoup le milieu ouvert, j'ai plutôt vu de plus gros tableaux en milieu ouvert qu'en milieu fermé. Le député LREM François Cormier-Bouligeon, député du Cher, veut mettre fin à cette chasse en enclos, à cette pratique avec un projet de loi qui est en préparation. Est-ce que ce projet de loi vous fait peur? Écoutez, il ne me fait pas peur dans le sens que, monsieur le député du Cher, j'espère qu'il poussera jusqu'au bout son projet de loi au-delà du plan médiatique. Ensuite, de l'entendre dire que je fais de l'intimidation parce que mes plaintes me permettent de me défendre sur toutes les calomnies et dénonciations calomnieuses dont je suis victime depuis un certain temps. Les projets de loi, il y en a eu certains. Son mode de communication n'a jamais été de contacter les propriétaires. Ça serait à nous de venir vers lui, contrairement au député Pelletier qui, lui, a fait un tour d'horizon complet de tous les acteurs. On suit ce texte, évidemment, au niveau législatif, au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme il l'appelle, effectivement, aujourd'hui, il reste au stade du projet. Ouais. Alors vous avez déposé également plusieurs plaintes contre Nicolas Vanier, contre le président de la région François Bonneau notamment. Quel est le but de ces plaintes? Écoutez, dès l'instant où le président Bonneau
accompagné du réalisateur Vanier sur les dénonciations du président Raymond Louis, éminemment connu en ce moment, des amis de l'association des amis de chemin national, écrivent à des ministres en plein confinement il y a un an pour dénoncer comme quoi Tranchant et Provost font des travaux illégaux. Bon, ben, ne faisant pas de travaux illégaux, et je respecte plus que tout le monde et on respecte toute la réglementation, ben, je considère que mon intégrité et mon honneur ont pris un coup. Donc ça s'appelle la dénonciation calomnieuse et de la diffamation. Donc plusieurs plaintes pénales sont déposées. Ça prend un peu de temps malheureusement puisque le Covid et la justice ralentissent malheureusement tout le pays. Et que ces acteurs, tous les acteurs, c'est une plainte contre X pour justement ratisser large pour toutes les calomnies qu'on entend. J'ai 70 constats d'huissiers sur Internet, sur tous les champions du monde des réseaux sociaux qui racontent tout et n'importe quoi. Où tout cet ensemble, ce gros wagon, aura l'occasion et à Paris d'aller répondre des tribunaux qui sont particulièrement habitués à ce type de plainte. Si demain, un projet de loi passe qui vous interdit de chasser en enclos, qu'est-ce que vous ferez? Écoutez, si demain on a effectivement une interdiction, eh écoutez, on libérera éventuellement notre gibier dans le milieu naturel, qui occasionnera malheureusement des dégâts considérables sur les cultures. On chassera éventuellement plus, on créera peut-être une nouvelle activité d'élevage, voilà. Et puis si on ne peut plus chasser, il y a d'autres endroits en France ou à l'étranger où on peut chasser. Mais quoi qu'il arrive, le projet de loi, s'il passe, mes clôtures resteront. Et au pire des cas, je ne chasserai pas, ce qui ne sera pas un drame en soi pour moi. L'heure n'est plus donc à se camoufler pour vous. En mot de conclusion, c'est plutôt l'offensive aujourd'hui? Mais je pense qu'il ne faut pas se camoufler. Parce que d'instant, on se camoufle, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Moi, j'ai rien à cacher. J'invite mon ami Raymond Louis, s'il veut venir me rencontrer ici sur mes terres et voir le zoo et voir qu'on marche sur les animaux, que l'écosystème est détruit, je l'invite, j'ai aucun problème, je n'ai rien à cacher parce que mon mode de chasse, ma passion pour la chasse fait que faut que ça reste de la chasse. Il y a les tirs, il y a d'autres endroits pour effectivement pratiquer ça et cette calomnie est insupportable et j'invite également mes amis ou d'autres propriétaires à sortir du bois. Puisqu'il y a un moment à faire la politique de l'autruche, bah ça crée des suspicions. Bon. Et y compris pendant les parties de chasse. J'ai ouvert il n'y a pas longtemps mon domaine en action de chasse pour une grande chaîne française, parce que je n'ai rien à cacher, qu'on fait de la chasse et on n'est pas dans des zoos, et on n'est pas des viandards, voilà, pas plus que tous ceux qui font des chasses à 25 ou 30 dans des petites surfaces où l'animal n'a absolument pas sa chance. Merci beaucoup Benjamin Tranchant de nous avoir reçus sur votre domaine pour faire valoir votre droit à clore votre propriété, à pratiquer la chasse ici. Bah écoutez, merci à vous également. Voilà, c'est la fin de cet invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur TV Tour Val de Loire.